Bonjour monsieur, dames, nous continuons le cours sur la spectroscopie de rotation, commençant par les niveaux d'énergie d'un rotateur. Donc nous avons vu que la règle de sélection gouvernant les transitions rotationnelles, c'est delta J égale plus ou moins 1. Donc on peut en déduire la fréquence de rotation de la molécule pour passer de J à J plus 1. Et vous voyez que cette différence est sur, ça c'est la fréquence pour le passage du niveau J au niveau J plus 1. Et ainsi, on peut déterminer la différence delta V des fréquences de deux raies consécutives, c'est-à-dire le passage de J à J plus 1, de J plus 1 à J plus 2. Deux raies consécutives. Il suffit de faire la différence delta V1, delta nu 1 moins delta nu 2 pour voir que entre deux raies consécutives, nous avons une constante, 2H, constante de Planck, 8pi carré I. Les fréquences sont souvent déterminées en fonction du constant rotationnel appelé B, constant rotationnel, 2J plus 1 avec B en Hertz, puisque 2J plus 1 c'est une constante, donc ici dans cette expression, nu, RJ et B ont la même unité. On peut aussi exprimer B en fonction, avec une grandeur de nombre d'ondes, B, H8pi carré I sur C, et vous avez B ici en centimètres moins 1 ou en mètre moins 1. Et ici, donc, se fait entre deux raies consécutives, la distance est égale à 2B, que ce soit en Hertz ou en mètre moins 1. Donc, on demande l'application, la constante rotationnelle B de H2O. On va déduire la distance séparant deux raies dans le cas de spectre H2O. Bien sûr, on avait déjà calculé dans l'application 3 la valeur de I. Donc, on a B en Hertz ou B en centimètres moins 1. Donc, le spectre de rotation du rotateur rigide est constitué de raies équidistantes. La distance entre deux raies consécutives vaut 2B. Il suffit donc de prendre le spectre, de déterminer la distance qu'il y a entre deux raies quelconques du spectre et vous avez le moment. Vous pouvez en déduire le moment d'inertie de la molécule, la distance internucléaire, c'est-à-dire la longueur de la liaison. Donc une méthode très efficace pour pouvoir avoir le moment d'inertie et entre autres la longueur d'une liaison dans le cas de la liaison diatomique. Exactement, voilà comment ça se passe. Chaque fois que la molécule va tourner, elle va passer d'un niveau J à J plus 1 et ça continue. Vous continuez à fournir de l'énergie et vous avez, et ça monte, la molécule absorbe de l'énergie et passe vers un niveau d'énergie supérieur. Une application, HCl absorbe dans l'infrarouge lointain vers sigma de distance moins 4 mètres, distance 4 mètres moins 1. L'espace entre les raies est de 20,89 cm moins 1. On demande d'en déduire le moment d'inertie et la distance internucléaire. Delta sigma, c'est ici, c'est donné ici, 20,89, 2B, 2H8pi carré. Ça permet d'avoir le moment d'inertie de la molécule, I, 2,70 moins 17. Et à part de là, on déduit le moment. Et vous notez, ça c'est très important. Cette relation du moment d'inertie en fonction de la masse réduite et la distance internucléaire n'est valable que pour les molécules diatomiques. Quand vous avez une molécule triatomique, polyatomique, cette formule du moment d'inertie n'est pas valable. Donc avec ce calcul, voilà, on a la distance, la longueur de la liaison 1 H35Cl, donc entre l'hydrogène et l'isotope 35 du Cl, entre l'isotope 1 de l'hydrogène et l'isotope 35 de Cl, la distance. Vous voyez que si on avait changé l'hydrogène 2, si on avait utilisé l'hydrogène 2, la masse réduite va être différente. Donc la longueur de la liaison risque d'être légèrement, mais vraiment légèrement différente. D'ailleurs, on dit que quand on change, la distance change. La substitution isotopique ne modifie pas ou très peu la distance internucléaire. Toutes les molécules ne sont pas actives en spectroscopie micro-ondes. D'accord? Pour qu'une molécule soit active en spectroscopie micro-ondes, il faut que cette molécule ait un moment dipolaire permanent. Donc, on peut observer une molécule en rotation que lorsqu'il y a une interaction entre l'onde électromagnétique et le moment dipolaire de la molécule. Donc, ce qui signifie que pour que la molécule soit active en spectroscopie micro-ondes,
il faut que cette molécule dispose d'un moment dipolaire permanent. Donc, quand une molécule n'a pas de moment dipolaire, on ne peut pas de spectre de rotation pure, juste rotation pure. Ce qui signifie que toutes les molécules diatomiques homonucléaires telles que H2, Cl2, O2, N2 n'ont pas de spectre de rotation pure. Mais toutes les molécules hétéronucléaires diatomiques vont avoir un moment dipolaire permanent, donc seront actives en spectroscopie micro-ondes. Souvent, on exprime les énergies en utilisant des termes rotationnels. Donc, chaque fois qu'on donne une énergie exprimée en centimètres-1, en mètre-1 ou en fréquence, c'est que c'est le terme rotationnel qu'on vous a donné, c'est-à-dire F, c'est l'énergie de la rotation sur H. Donc, ça, vous avez la dimension d'une fréquence, puisque E, c'est H nu, ou divisé par H, vous retrouvez que nu. Donc, F, le terme rotation a la dimension d'une fréquence, de même que le terme, on peut l'exprimer avec la dimension d'un nombre d'ordres. Et de ce fait, on peut aussi exprimer les fréquences en fonction de F. Ça fait 2BJ avec B en H, ou F delta F, 2BJ, B-1. Donc, souvent on parle d'énergie en centimètres-1, c'est qu'en réalité, c'est le nombre, c'est un habit de langage, c'est le terme rotation qu'on a exprimé en mètres ou en centimètres-1. Maintenant, nous attaquons le deuxième type de molécule, moins simple et pas compliqué, les molécules linéaires triatomiques. Donc voici ici, on a deux distances à calculer, ici, mais ici on a deux distances à calculer, R, ici, entre la masse M1, l'atome 1 et l'atome 2, R' entre l'atome 2 et l'atome 3. Voici l'expression du moment d'inertie qu'on peut démontrer en utilisant deux relations, la relation barycentrique et l'expression du moment d'inertie. Donc on a ici deux distances à déterminer, R et R'. Souvent, pour ce faire, on résout un système de deux équations à des inconnus. Mais on compare il suffit de prendre deux molécules isotopiquement différentes, HCN et DCN, par exemple, en substituant H par D, on peut utiliser n'importe quel. Si c'est un chlore, on peut aussi substituer un chlore par un autre chlore, 36 et 35. Et on dit que la substitution ne modifie pas ou très peu la distance internucléaire. Et bien sûr, on aura deux équations, un système de deux équations à deux inconnus à résoudre. Bien sûr, dans le cas des molécules linéaires telles que ABA, le calcul est plus simple, puisqu'il suffit de remplacer R ou de mettre R égale R', M égale M égale M3, et de remplacer dans cette expression, vous voyez qu'on va avoir une relation très simple, I égale 2m R carré. Et ça confirme ce que je vous disais dans la diapo précédente. L'expression de I égale mu R0 carré n'est valable que pour les molécules diatomiques. Vous voyez, quand on a une molécule triatomique telle que ABA, on a ça, 2m carré. Si on avait une molécule triatomique telle que ABC, on aurait cette expression-là. Donc, ça dépend de la nature de la molécule, de la forme de la molécule, de la structure de la molécule que vous avez. Chaque molécule, en fonction de sa géométrie, va avoir un moment d'inertie bien défini. Bien sûr, on en déduit, ça c'est juste le calcul. DC0 égale 1 sur 2 racine. Vous avez la distance entre CO par exemple est égale à 1,22 Armstrong. Les molécules polyatomiques. On sait que tout corps possède trois axes principaux d'inertie. Bon, on peut avoir d'autres, mais les trois axes, c'est les trois axes principaux. Donc les trois axes A, B et C. Ces axes sont perpendiculaires 2 à 2. Comment on a choisi ces axes? Ces axes sont choisis en fonction des valeurs relatives des moments d'inertie. En effet, l'axe C est tel que le moment d'inertie du corps IC est maximal. Donc, la rotation par rapport à C, par rapport à l'axe C, va donner le moment d'inertie le plus élevé. D'accord? Je rappelle que le moment d'inertie, c'est la résistance à la mise en rotation d'un objet. Vous avez l'axe
A qui correspond à la valeur minimale IA du moment d'inertie. Donc, une rotation par rapport à A va donner le moment d'inertie le plus faible. Et bien sûr, B est compris. Le moment d'inertie IB aura une valeur comprise entre IC et IA. D'accord? Donc, c'est les trois. Bien sûr, on peut avoir une égalité, comme on peut avoir une différence entre les trois valeurs. Les trois valeurs peuvent être identiques, les trois valeurs peuvent être différentes, comme on peut avoir des valeurs identiques 2 à 2. Donc, c'est à partir des valeurs relatives de ces moments d'inertie qu'on va définir le type de rotateur. En effet, en fonction des valeurs relatives IA, IB et IC, on va classer les molécules en différents types de rotateurs. Par exemple, une molécule à symétrie sphérique est telle qu'on a une égalité parfaite entre les trois moments d'inertie. Donc, que la molécule tourne suivant l'axe A, l'axe B ou l'axe C, on aura exactement le même moment d'inertie. C'est le cas des molécules tétraédriques réguliers comme CH4. C'est le cas des octaédriques comme SF6. Et vous regardez, comme je disais tout à l'heure, que le moment d'inertie n'était pas égal à mu R0 carré en fonction de la structure de la molécule. Dans le cas des tétraèdres, par exemple, réguliers, on a I égale 8 tiers de MH carré. Dans le cas des octaèdres réguliers, on a I égale M R carré, bien sûr, M étant la masse du fluor ici et la masse de H. L'énergie ne va pas ça. L'expression de l'énergie, on a toujours 2IP carré. P égale PA plus P carré B plus P carré C. L'amplitude P, c'est l'amplitude du moment angulaire. On a déjà vu que cette amplitude est quantifiée. Donc, ce qui permet d'avoir l'énergie va être l'énergie de la molécule sphérique, du rotateur sphérique, qui est à tout point de vue identique à celle de la molécule diatomique ou triatomique. Ce qui va changer, c'est juste l'expression de I et la valeur de I. Puisque plus la molécule est grosse, plus la résistance à la mise en rotation va augmenter. J, on l'a déjà vu, nombre quantique rotationnel. Donc, pour les molécules, on a exactement la même formule que dans le cas des molécules diatomiques, 2HBJ J plus 1, ce qui donne la fréquence 2BJ plus 1, lorsque B est exprimé à la dimension de fréquence, pardon, et sigma égale 2BJ plus 1, B avec B, dimension d'un nombre d'ordre. Entre deux raies consécutives, on retrouve exactement la même expression, delta nu 2B. C'est-à-dire la différence maintenant entre les molécules polyatomiques sphériques et les molécules diatomiques, c'est que I augmente avec les grosses molécules. Et de ce fait, les moments d'inertie sont très élevés. L'expression I étant grand, le moment d'inertie, B sera faible, plus faible que dans le cas des molécules diatomiques, et les raies sont plus rapprochées. C'est ce qui différencie les molécules diatomiques aux molécules polyatomiques. C'est la distance entre les raies est plus faible dans le cas des molécules polyatomiques que dans celles diatomiques. Dans le deuxième cas, on a les molécules symétriques. Donc, une molécule est dite symétrique lorsque IB est égal à IC. Donc, voilà, les trois moments d'inertie principaux sont tels que IB est égal à IC. La molécule, on dit que la molécule est un rotateur symétrique allongé, prolate ou oblique. C est la forme d'un ballon de rugby. Alors, ici, vous avez l'axe A, l'axe B et l'axe C ont la même forme. Et de ce fait, vous avez une molécule allongée. Le cas des tétraèdres irréguliers, comme CH, ici c'est CH3F, CH3Cl. Donc, pour avoir une molécule oblongue, allongée. Les molécules symétriques encore aplaties, ici, on a IA égale IB. Les deux moments d'inertie sont inférieurs au moment d'inertie lorsque la rotation se fait suivant l'axe C. N'oubliez pas l'axe C, c'est l'axe qui donne le moment d'inertie le plus élevé. Donc, on dit qu'on a un rotateur aplati, oblate, avec la forme d'un balai de curling, comme ça, aplati. C'est le cas de NH3, donc une molécule aplatie. L'axe A, l'axe B donne à peu près la même chose. B ici, l'axe A, l'axe B. Et la rotation est plus facile
suivant ces axes-là que suivant l'axe C. Voilà les trois types de molécules que nous voulons voir. Les molécules sphériques, les molécules polyatomiques sphériques, prolates ou oblates. On va déterminer le moment d'inertie de ces types de molécules, des molécules symétriques. Si on prend le deuxième cas, IA égale IB inférieur à IC, puisque c'est exactement la même chose, du point de vue calcul, on va trouver exactement la même chose. Ce qui va changer, c'est juste la valeur de la constante qu'on verra plus tard. Donc, supposons que IC soit dirigé suivant l'axe OZ. Généralement, on appelle le moment d'inertie différent des deux autres I parallèle. Donc, dans le premier cas, I parallèle c'est IA. Dans le deuxième cas, I parallèle c'est IC. Donc, l'expression de P, PA carré plus PB carré, PZ carré, mais attention, c'est PA sur IA, PB sur IA, bien sûr c'est PZ sur IZ, ça ne change pas. Mais comme les deux sont identiques, on a juste mis de côté le troisième. Et puis ici, on a juste ajouté ici PZ carré, on a ajouté pardon PZ carré sur 2I, on a enlevé PZ carré sur 2I. Donc on obtient la même chose, ça c'est l'expression de P, PZ carré, ça c'est l'expression de P carré pardon, 1 sur 2I, P carré, on a l'expression de l'énergie qu'on a déjà sorti, PZ carré 2I, ça aussi on l'a, donc c'est la même forme, P carré sur 2I, PZ carré sur 2I, PZ carré sur IZ. Donc on a exactement les mêmes, presque à peu près la même solution du point de vue lorsqu'on résout l'équation de Schrödinger. Là, pas exactement la même valeur, mais la même forme de la solution. Exactement ceci. Si on a factorisé, on aurait pu laisser sans la factorisation, mais donc là, P est quantifié, J plus 1, donc on va remplacer P par J plus 1. PZ aussi est quantifié, mais PZ est dirigé suivant l'axe Z, donc sera quantifié par un nombre quantique K, différent du nombre quantique J. Ce sera la projection PZ suivant l'axe privilégié qui est ici l'axe OZ. C'est le pendant du nombre quantique magnétique. Vous voyez que le nombre quantique c'était le nombre quantique quantifie la projection LZ du moment cinétique. Ici, constante, le nombre quantique va quantifier la projection de PZ suivant l'axe OZ. P est la projection de PZ suivant l'axe OZ, donc P est quantifié aussi, K fois Z. Et le nombre quantique traduisant une projection sur un axe de la molécule. On peut écrire, bien sûr, la première partie de la solution, on l'avait déjà, BJ, J plus 1, même chose. Deuxième est C, K carré H, exactement, B, K carré H, puisque vous avez PZ sur 2I, PZ sur Z sur 2IZ. Donc la constante B revient ici parce que ça fait partie de la solution. On voit que du point de vue énergie, les valeurs relatives de K ne modifient pas la valeur de l'énergie. Puisque K ici apparaît au carré. Donc on est plus K, plus 1 ou moins 1, sera toujours la même énergie de rotation. La rotation, c'est la même énergie de rotation. Ce qui va changer, c'est juste le sens de la rotation. Donc avec B, H, 8 pi carré I, C, H, 8 pi carré IZ. Le B, il est là, on le retrouve aussi ici. Donc, on voit que c'est la même forme de la solution dans le cadre, lorsqu'on résout l'équation de Schrödinger, les valeurs propres. Dans le cas de la molécule oblate, toujours le même cas, on va juste remplacer C par A. Même raisonnement, juste la même démonstration. On avait PZ sera toujours A, on va diriger IA suivant l'axe des Z, on obtient exactement la même chose. Bon, on peut diriger aussi IA suivant l'axe des X, c'est exactement la même solution. H égale 8 pi carré I et A égale H 8 pi carré IA ou IZ. Mais je vous ai dit que le moment d'inertie qui est différent des autres moments, des deux autres dimensions, on l'appelle I parallèle généralement. On verra que aussi celui-là aussi est appelé I perpendiculaire. Un rotateur symétrique a 3 moments d'inertie dans 2 moments égaux qu'on appelle I perpendiculaire. Un axe de symétrie correspond à l'axe principal qui est celui du 3e moment d'inertie I parallèle. Donc le moment d'inertie qui est différent des 2 autres moments d'inertie est appelé moment d'inertie I parallèle, tandis que les deux qui sont égaux dans toujours
les rotateurs symétriques, les deux moments d'inertie identiques sont appelés hyperpendiculaires. Donc, on a pour les molécules de type AB3 comme NH3, les moments d'inertie sont donnés ici, I parallèle de MA. Ici, ce serait 2 à 2MN, 1 moins cos carré θ R carré, 2MA, 1 moins cos R θ plus 1 moins cos carré. Ici, un M qui est MH dans cette expression. Donc, si I parallèle est supérieur à hyperpendiculaire, le rotateur est Black, et il est classifié prolat si I parallèle est inférieur à hyperpendiculaire. Dans tous les cas, vous avez la même expression. Il suffit de remplacer A par C pour avoir exactement la même répression des tout, mais ça ne change pas. A, c'est H8 carré I parallèle. Dans le cas de l'autre aussi, c'est H8 carré I parallèle, que ce soit pour le rotateur oblate ou le rotateur prolate ou aplati. Donc, je l'ai dit tantôt, les valeurs négatives et positives de K correspondent au fait que la molécule peut tourner autour de son axe dans le sens direct ou dans le sens inverse. Donc, l'énergie de la rotation va dépendre intrinsèquement de la façon dont est réparti le moment angulaire total. Et K va intervenir de façon notable dans le mouvement de la molécule. Juste dans le mouvement, pas dans l'énergie. L'énergie ne change pas, mais les valeurs relatives de K permettent de voir où se passe réellement la rotation. Exemple de molécules symétriques. K est grand, c'est-à-dire si K est plus ou moins égal à J, alors la plus grande de la rotation se fait suivant cet axe-là, sur l'axe de symétrie de la molécule. D'accord? Mais plus ça se fait par rapport à cet axe-là, l'axe de symétrie principale de la molécule. Donc, mais si les valeurs de K évoluent, bien sûr, la rotation va changer progressivement. Du moins, l'axe de rotation va être différent de l'axe de symétrie. Lorsque les valeurs de J augmentent, la rotation va se faire suivant un axe différent de l'axe de symétrie. Ainsi, ça augmente, ça augmente. Ainsi, par exemple, si K égale 0, on a un retournement de la molécule. Qu'on appelle la rotation ne se fait plus suivant l'axe principal, mais suivant un axe perpendiculaire à l'axe principal. Voilà, exactement comme ceci, exactement comme ceci, par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe principal. Les molécules asymétriques, c'est-à-dire les molécules qui ont trois moments d'inertie différents, exemple H2O, les niveaux d'énergie et les spectres de rotation sont très complexes. Souvent, pour les étudier, on suppose qu'on les traite comme si on avait des molécules symétriques, allongées ou aplaties, en supposant que IB est peu différent de IC ou IB est égal à IC. Pour les molécules linéaires, c'est un cas particulier, puisque c'est exactement comme dans le cas des molécules diatomiques. Ici, bien sûr, la masse est plus grande, donc le moment d'énergie sera plus élevé. Mais vous voyez qu'ici, l'axe ici, la rotation par rapport à l'axe principal, ici, le moment d'énergie par rapport à l'axe est nul. Donc, IA est égal à toujours 0. Ce qui signifie que vous pouvez prendre n'importe quel axe B et C perpendiculaire à l'axe A. Prendre n'importe quel axe. A, c'est la valeur la plus, donne le moment d'énergie le plus faible, IA égale 0. De ce fait, vous pouvez prendre n'importe quel autre axe par rapport à A. Donc, l'ensemble du moment angulaire est porté par un axe perpendiculaire à l'axe A. L'ensemble. Ça veut dire que c'est à peu près, on obtient exactement la même chose. Ce qui signifie que K égale 0. On l'a dit tout à l'heure. Lorsque la molécule tourne par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe principal, ça correspond à une valeur de K nulle. Donc, l'énergie, c'est exactement à tout bout, identique à celle qu'on avait trouvée dans le cas de la molécule diatomique, HBJ plus 1, avec J égale 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les niveaux d'énergie ont la même disposition que dans le cas des molécules diatomiques. Ils sont plus rapprochés, bien sûr, fait que les masses des molécules, bon, il y a plus d'atomes, donc les masses sont plus importantes. Les moments d'énergie plus importants, donc les raies sont plus rapprochés. Que ce soit
Pour les molécules diatomiques, polyatomiques ou triatomiques, linéaires, symétriques, sphériques ou pas, les spectra sont observés dans le domaine des micro-ondes et de l'infrarouge lointain. Une molécule symétrique a bien sûr nécessairement son moment dipolaire dirigé suivant son axe de symétrie. Et le problème, c'est qu'une rotation par rapport à cet axe ne permet pas de voir la molécule. Ça veut dire que la molécule n'est pas, la molécule ne sera pas active lorsque la rotation se fait, active en spectroscopie micro-ondes, bien sûr, lorsque la rotation se fait par rapport à son axe de symétrie. Exactement comme ceci. Donc, bien sûr, l'eau et la molécule est active en spectroscopie, mais si et seulement si la rotation ne se fait pas suivant l'axe de symétrie. Même chose pour l'acétone. Donc, puisque le moment dipolaire est dirigé dans ce sens-là, il n'y aura pas d'interaction notable entre les champs magnétiques, entre la radiation électromagnétique et le moment dipolaire. Une rotation ne donne aucun spectre de rotation. Cependant, il peut être exprimé par un mouvement de retournement. Donc, lorsque K égale 0, la molécule peut tourner et de ce fait, la molécule sera active. Donc, une rotation par rapport à cet axe ne donne rien, comme dans ce cas précis. Mais, lorsqu'on fait une rotation par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe de rotation, donc la molécule va être active. La molécule est active, spectroscopie rotationnelle, si son moment dipolaire est non nul, ou si cette molécule a un moment dipolaire permanent. Application H2, non, puisque c'est une molécule diatomique, homonucléaire. HCl, oui, molécule diatomique hétéronucléaire. H2O, oui, par retournement de la molécule. CH4, non, molécule par moment dipolaire permanent. CH3Cl, oui, non. CH2Cl, tétrade irrégulier, oui, et bien H2O, non, parce que c'est régulier. Quelles sont les transitions rotationnelles? Ça, on en a déjà parlé. Pour toutes les molécules, on dit que delta J égale à plus 1. Ça vient du fait que le moment angulaire du photon correspond à une unité de moment angulaire. Et lorsque la molécule effectue une transition d'un niveau à un autre niveau, cette molécule absorbe ou émet un photon. Donc, son moment angulaire va varier pour compenser cette perte. Et de ce fait, le moment angulaire de la molécule varie d'une unité équivalent au moment angulaire absorbé ici du photon. De ce fait, delta J sera toujours égal à plus ou moins 1. Les fréquences sont delta H nu, ce qui permet d'avoir nu égale 2BJ plus 1. Donc, les transitions possibles, c'est uniquement les transitions telles que delta J égale à plus ou moins 1. Bien sûr, chaque fois qu'il y a transition électronique, il y a nécessairement apparition d'une raie si la molécule est active. Cette intensité n'est pas la même. Dit que des raies qu'on attendait n'apparaissent pas et des raies non espérées apparaissent. N'oubliez pas que cette transition dépend bien sûr de la population des niveaux, mais aussi de la probabilité de transition. Lorsque la probabilité de transition est nulle, il ne peut pas y avoir de raies. Donc, par exemple, il ne peut pas y avoir de raies pour une transition de 1 à 3, par exemple. De 1 à 3, puisque delta J serait égal à plus 2, alors que ça, ce n'est pas possible pour la rotation pure. Donc, elle dépend bien sûr de l'intensité de la raie, mais aussi et surtout du peuplement relatif des deux états contigus. S'il n'y a pas d'atome sur un niveau, quand vous avez de l'énergie, il peut y avoir des transitions. De la même chose s'il n'y a pas de molécule. Donc, cette transition dépend, la transition dépend de la population des niveaux, mais ça veut dire que l'intensité des raies va aussi dépendre de cette population des niveaux relatifs. Donc, l'intensité n'est pas uniforme. Dans le cas de HCl, ici, on a des raies d'intensité très faible, alors qu'ici, les raies sont d'intensité très élevée, aussi bien qu'en absorption qu'en émission. Les raies n'ont pas la même intensité. Ici, c'est presque nul ici, alors qu'ici, vous avez des raies très intenses. Ces peuplements relatifs sont donnés par la loi de Boltzmann. Nj
population du niveau, le rapport entre les deux populations, niveau J, niveau J', 2J plus 1, la multiplicité des raies, 2J', expansée de delta E sur KT, bien sûr ça c'est delta E sur KT, et vous faites la différence des jours J' moins J, vous avez delta E, l'expression delta sur KT. Donc c'est ça, il suffit de chercher le maximum de ce rapport pour pouvoir déterminer la population, le niveau le plus peuplé. Bien sûr, on ne peut pas connaître exactement la population d'un niveau. Ce qu'on peut déterminer, c'est la population relative d'un niveau, relative, c'est-à-dire la population du niveau J par rapport au niveau J', la population du niveau 3 par rapport au niveau 2. On peut toujours comparer deux populations, mais on ne peut pas connaître exactement la valeur d'une population. Bien sûr, les spectres que nous utilisons sont souvent réalisés à température ambiante, ce qui fait que la presque quasi-totalité des molécules se trouve à l'état fondamental. Donc le premier état excité étant relativement élevé par rapport à l'état fondamental. Donc ce qui fait que l'arrêt que l'on observe, l'arrêt qui a l'intensité la plus importante à température ambiante, c'est généralement la transition de 0 à partir de 0. D'accord, c'est pourquoi on peut comparer, maintenant, quand j'envoie l'énergie, on peut comparer bien sûr la population de tous les niveaux par rapport au niveau J égale 0. 2 fois 0 puissance, ça fait 1. On a ça. Donc il suffit de calculer, vous avez toujours la fonction NJ sur NJ, ça passe par un maximum, Jmax. Exemple, dans le cas de HCl à 400 degrés, Jmax tourne autour de 4, entre 4 et 5 par exemple, ici dans ce cas-là, Jmax est situé ici. Une petite application, calculer la différence d'énergie entre les niveaux rotationnels J et dans la tranche de nombre d'ondes sigma. Quel est le niveau le plus peuplé à 25 degrés si le rapport des passes de ces états est J. Bien sûr, on a NJ, NJ'. Delta, on l'avait déjà calculé dans l'application, je pense dans l'application 3 ou 4. On a ça. NJ va être ici. Le niveau J est 2,93 fois plus peuplé que le niveau I. 93 fois plus peuplé que le. Ici, il suffit de faire le rapport pour avoir le niveau le plus peuplé. Ensuite, on peut aussi déterminer. Bon, ici, l'exercice nous dit juste que le niveau J est 2 fois, mais l'exercice ne permet pas de calculer, le niveau le plus peuplé. Pour avoir le niveau le plus peuplé, il faut étudier cette fonction-là, f de J. Chercher le maximum de cette fonction, ça veut dire annuler la dérivée première de f de J. Dériver et annuler la dérivée, ça permettra d'avoir le J le plus élevé. Bien sûr, on va s'arrêter ici pour la deuxième partie du cours et on reviendra plus tard pour continuer ce cours. Merci encore de votre attention.